Alors, cette petite séquence vidéo au cours de laquelle je voudrais rendre hommage à Cher Anta Diop. Cher Anta Diop aurait eu 100 ans aujourd'hui s'il était vivant, s'il était encore vivant. Il aurait eu 100 ans aujourd'hui et j'ai pas envie de rater ça. Parce que je ne serai pas là quand on va célébrer ses 200 ans, son bicentenaire. Je ne serai pas là. Bon, au moins pour ces 100 ans, je veux participer un peu à cette célébration. Je me nomme Simon-Paul Bambo Ndobo. Je suis le ministre de la Défense de l'Afrique, d'un monde multipolaire et de la réciprocité. Cher Anta Diop, bon, en français on dit chèque, chèque. Mais vous savez, cher c'est de l'arabe. Donc, parce qu'à la fin c'est KH. KH, je fais un peu de linguistique, quoi. Parce que Cher Anta Diop, il a fait beaucoup de linguistique comparée. Voilà, j'essaie un peu de limiter, quoi. Bon, ok, je ne connais pas moi bien la linguistique, hein. J'essaie juste de limiter, quoi. Bon, voilà. En fait, c'est KH à la fin. En français, on dit chèque. Chèque. Bon, mais c'est un mot arabe. C'est un mot arabe. Donc, en fait, le KH en arabe, on le lit hair. Vous voyez, hair. Voilà, c'est pourquoi on dit cher. Voilà. Quand vous dites chèque, c'est en français. Mais en arabe, on dit cher. Voilà, cher Anta Diop. Comme la chair là. C-H-A-I-R. Voilà, c'est comme ça. On dit cher Anta Diop. Quand vous dites cher, vous le prononcez en arabe. Et quand vous dites chèque, c'est en français. C'est un peu comme Mbappé. Vous voyez, Mbappé, on le prononce comme ça chez nous au Cameroun, en Douala. Douala, c'est une langue, c'est une ville du Cameroun, mais c'est aussi une langue qu'on parle au Cameroun. Donc en Douala, par exemple, bien, chez nous les Camerounais, on dit Mbappé. Ça, c'est en nos langues. Mais vous voyez, les Français, par exemple, ils disent pas Mbappé, ils disent Mbappé. Ils prononcent le M. Vous voyez, les Européens, ils prononcent le M, ils disent comme Mboma, ils disent Mboma. Voilà, parce que ça commence par M. En fait, ils lisent ça en français. Donc, parce que pour eux, dire Mbappé, c'est comme s'il n'y avait pas M devant. Vous voyez, c'est comme s'il n'y avait pas M dedans. Alors donc, ils veulent qu'on sache qu'il y a le M devant. Parce que si on ne lit pas le M, si vous dites à quelqu'un d'écrire Mbappé, il ne va pas mettre M. Il va mettre B-A. Il va mettre B-A-P-E, accent aigu, Mbappé. Voilà. Or, il y a le M devant. Donc, c'est un peu de la linguistique. Donc, Cher Anta Diop a fait beaucoup de linguistique comparée parce qu'il voulait montrer que les langues africaines dérivent un peu des langues de l'égyptien ancien. Voilà, des langues de l'Égypte antique. Bon, il comparait des noms, des sonorités avec les découvertes qu'on a faites en Égypte. Cher Anta Diop, il est aux sciences humaines. Il est aux sciences humaines. Ce que Einstein est à la physique. Normalement, Cher Anta Diop, c'est l'équivalent de Einstein en physique. Voilà. Vous voyez ce que Einstein est à la physique. Cher Anta Diop, il est comme ça dans les sciences humaines. Bon, mais comme c'est un noir, vous voyez, c'est un peu compliqué. On nie toujours les efforts des noirs. Quand c'est des noirs qui font des choses, bon, les occidentaux nient toujours ça. Regardez même le discours de Nicolas Sarkozy. Vous savez, Nicolas Sarkozy était venu à Dakar. Il était venu à Dakar en 2007. Je ne sais plus la date, j'ai oublié. Il était venu à Dakar et il a fait un discours à l'université Cher Anta Diop. L'homme noir n'est pas encore entré dans l'histoire. Voilà, c'était ça. Il vit des saisons, voilà, etc. Mais regardez, dans son discours, il a parlé de l'université Cher Anta Diop. Mais il n'a pas prononcé le mot Cher Anta Diop. Il a dit l'université de Dakar. Allez revoir ce discours. Sarkozy ne dit pas l'université Cher Anta Diop. Il dit l'université de Dakar. Alors que l'université dans laquelle il se trouve s'appelle l'université Cher Anta Diop. Comment tu peux partir à la Sorbonne et tu dis l'université de Paris?
Elle s'appelle l'université de Sorbonne, de la Sorbonne. Il va prononcer son nom. Donc, vous voyez, c'est comme ça, on nous nie toujours des choses. Même prononcer seulement l'université Cheikh Anta Diop, il n'a pas prononcé ça Nicolas Sarkozy. Parce que bon, un tel nom ne va pas sortir de ma bouche. Moi, le président de la France, comment je peux dire Cheikh Anta Diop? Non, vous voyez, il a préféré dire l'université de Dakar. Alors que l'université de Dakar porte le nom de Cheikh Anta Diop depuis 87. 6, 7 ou 8. Soit depuis 86, depuis 87 ou depuis 88, je pense. Voilà. Vous voyez, cette université-là porte le nom de Cheikh Anta Diop depuis 1986. Ou bien 87 ou 88, quelque chose comme ça. Je pense, voilà. Vous voyez, c'est pas... Mais Sarkozy, il n'arrive même pas à dire université Cheikh Anta, il dit l'université de Dakar. Voilà, c'est ça. On nous nie toujours des choses. Il nie que nous sommes, nous sommes capables de grandes choses. On nous nie tout. On nous nie les textes sacrés. Jésus était blanc. Le prophète Mohammed était blanc. Voilà. La connaissance, les prophètes. Dieu ne parle qu'aux blancs. Voilà. Dieu ne parle qu'aux blancs. Les blancs, il n'y a que les blancs qui font de grandes choses. C'est un peu ça. Alors, Cheikh Anta Diop, il a dit que nous sommes des nègres. J'ai ici, bon voilà, son œuvre, on va dire, maîtresse. Voilà, je suis venu avec. Donc, parfois, je relis les choses du maître. Voilà, c'est un maître. Voilà, donc, vous voyez, il y a beaucoup de... C'est publié chez Présence Africaine. Publié chez Présence Africaine. Cheikh Anta Diop, c'est lui, c'est le plus grand homme noir de ces 200 dernières années. C'est le plus grand homme noir de ces 200 dernières années. Parce que même les Chinois, même les Japonais doivent lui être reconnaissants. Parce que l'histoire de l'homme sur Terre, c'est une histoire universelle. Nous sommes tous des hommes, donc nous devons savoir d'où nous venons. Peu importe celui qui trouve cette vérité. Il se trouve que c'est Cheikh Anta Diop qui a trouvé cette vérité. Donc même les Chinois, les Japonais, les gens de l'Amérique doivent lui être reconnaissants. On doit même l'enseigner parce que l'histoire de l'Égypte, l'histoire des origines de l'homme, c'est l'histoire de l'humanité. Or, on avait une seule version. On avait la version des Européens de l'Ouest. France, Allemagne, Royaume-Uni. Voilà un peu autour, ça tournait autour de ces gens-là. Voilà, parce que ces deux, trois derniers siècles, voilà un peu ceux qui ont dirigé le monde. France, Royaume-Uni, Allemagne, France, Royaume-Uni, Allemagne, voilà. Donc, toute l'histoire de l'humanité tournait autour de ces trois-là. C'était leur vérité qui était admise. Et dans leur vérité, qu'ils n'avaient pas encore prouvé scientifiquement, l'homme venait d'Asie. Il venait d'Asie. Vous voyez le Japon, ils avaient déjà dit, comme dans la Bible, le jardin d'Éden, c'est en Asie. Mais en fait, c'est parce que ces religions-là viennent effectivement de la Palestine là-bas. Donc, ça a été très facile pour eux. Vous voyez, quand on vous dit, il faut toujours vous méfier des choses faciles. Quand c'est trop facile, c'est pas bien. Quand vous voyez quelque chose, c'est trop facile, c'est pas bien. Les gens qui n'aiment pas la difficulté, là. Les gens qui n'aiment pas... Dans la difficulté, quand vous construisez sur la difficulté, vous construisez sur du roc. Vous construisez sur du roc. Peu importe ce qui va venir, ça ne va pas tomber. C'est pourquoi, par exemple, vous voyez le Japon, les tsunamis, parce que vous voyez, ils ont fini par développer de grands scientifiques, de grands architectes qui ont construit en pensant au séisme. Vous voyez, parfois, quand il y a les immeubles ne tombent pas, parce que vous voyez, ils ont bâti ça dans la difficulté, pas dans la facilité. Les choses faciles, parfois, c'est pas bien. Ouais, c'était trop facile.
dire que l'homme viendrait d'Asie. En fait, ils se sont basés, c'est la Bible. C'est la Bible. Ça a été très facile. Donc c'est pourquoi vous avez vu parler. Vous savez, on ne parle pas trop d'eux, mais c'est des gens qui commandent cette planète. On parle toujours des francs-maçons. On parle trop des francs-maçons. On dit les francs-maçons commandent. Mais il y a aussi les jésuites. Les jésuites aussi commandent cette planète. Eux, ils sont 50 fois plus discrets que les francs-maçons. Ils vous disent 50 fois plus discrets que les francs-maçons. Un jésuite peut rester avec vous comme ça là, 10 ans, 20 ans. Vous ne saurez jamais qu'il est jésuite. Vous ne saurez jamais qu'il est jésuite. Bon, les jésuites, c'est dans l'église catholique. Vous voyez, le pape que vous voyez là, c'est un jésuite. Dans les catholiques, il y a des courants, on peut dire ça comme ça. Il y a des courants. Voilà, il y a des courants dans les catholiques. Et dans l'un des courants là-bas, on appelle ça les jésuites. C'est les plus forts. Ils sont dans tous les domaines. C'est dans les catholiques, c'est les plus forts. Par exemple, ceux qui ont étudié un peu René Descartes, le philosophe français René Descartes, il a été formé chez les jésuites. Voilà, ceux qui ont lu le discours de la méthode, ou bien les méditations, on dit ça, les méditations métaphysiques, tout ça. Voilà, René Descartes a été formé chez les jésuites. Voilà, il a été formé chez les jésuites. Donc, c'est des prêtres très forts. Ils sont dans tous les domaines. Donc vous voyez, ils sont très discrets. Très discrets. Bon, parfois, on voit beaucoup les francs-maçons, mais les jésuites aussi commandent la planète. La planète là que vous voyez, ils la commandent. On tient compte de leurs réflexions, on tient compte de leurs... Et ils sont... En fait, les jésuites, à l'époque, vous savez, les universités appartenaient à l'église catholique. Donc, ce sont les jésuites qui orientaient l'enseignement. C'était les jésuites qui orientaient la recherche scientifique. Et si vous remarquez, la plupart des fouilles, on les fait toujours en Asie. En Asie, là, au Proche-Orient. La plupart des fouilles qu'on fait en archéologie, on fait toujours ça là-bas. Donc, ils ont toujours négligé l'Afrique. Alors que même, par exemple, dans la Bible, on parle de l'Égypte, de l'Éthiopie, etc. Ils n'ont jamais, ça ne les a jamais intéressés. On vous dit que c'est par hasard comme ça. Je vous dis, c'est le pur hasard que on est tombé sur comme on vous dit, l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. C'est pas qu'ils avaient prévu ça, faire des recherches en Afrique. Ils n'avaient pas prévu. Parce que pour eux, l'homme le plus ancien ne pouvait pas venir d'Afrique. Il venait d'Asie là-bas. Le jardin d'Éden, c'était en Asie. Dieu a parlé en Asie là-bas. C'est tout. Voilà, c'était comme ça l'orientation de la recherche scientifique en Europe. Donc c'est découvrir, comme on dit, les lucies là. Les lucies, les fossiles qu'on a découverts au Kenya, Tanzanie, tout ça. Ça, c'est le pur hasard. Comme on dit, la vérité finit toujours par triompher. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Pendant que eux, ils négligeaient l'Afrique, rien de bon ne peut venir de chez les Noirs. Ils ont même nié que l'Égypte était nègre. Ouais, cher Anta Diop, je reprends encore. Il dit, nation nègre et culture. Cher Anta Diop n'avait pas honte du mot nègre. Non, il dit, nous sommes nègres. Voilà, nous sommes nègres. Il n'avait pas honte, il prenait ça du bon côté. C'est peut-être maintenant là, parce que vous voyez, nègre, c'était en relation avec l'esclavage. Donc c'est un peu dégradant, humiliant. Cheikh Anta Diop, il a pris le pape du bon côté. Il a dit, mais non, nous sommes nègres, les nations nègres, c'est ça, les cultures. Donc, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes en 1799. Napoléon fait une expédition en Égypte. Ils vont là-bas, ils voient au Caire, ils voient les pyramides. Il est dans le groupe de personnes. Il y a un Français qu'on appelle Volney. Volney, quand il arrive là-bas, il voit le sphinx de Gizeh. Il dit non. Le nez là,
Le nez là, ce n'est pas le nez d'un oriental, c'est pas le nez d'un européen, non. Ça, c'est le nez d'un nègre. C'est ce qu'il a dit. Volney l'a dit. Il était dans l'expédition de Napoléon. Et Napoléon était parti avec des scientifiques, des ingénieurs. On va faire l'expédition. Il voulait faire des fouilles. Parce que l'Égypte fascinait. C'était en 1799. À peu près 50 ans après la révolution industrielle. Parce que la révolution industrielle commence en 1750. La révolution 1750, aux alentours de 1750. Voilà, ils sont partis là-bas. Volney a dit, le nez là, c'est pas le nez d'un oriental, c'est pas le nez d'un européen, c'est le nez d'un nègre. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils ont écrit, ils ont enlevé les publications de Volney. Parce que Volney reconnaissait que ce sont les Noirs qui sont derrière cette civilisation. À partir du nez cassé du Sphinx de Gizeh, Volney l'a reconnu. Mais ils ont enlevé dans les travaux qu'ils ont fait les propos de Volney. Donc, ils se sont arrangés à dire qu'à la limite, si ce n'était pas des Blancs, des Européens, c'est-à-dire si les Égyptiens n'étaient pas des Blancs, bah, c'est au moins des populations qui venaient de l'Orient. Au moins des populations qui venaient donc au moins les Égyptiens étaient orientaux. Ils ne pouvaient pas être nègres. Vous voyez? On était en plein esclavage. Tu ne peux quand même pas reconnaître que le peuple que tu domines là, qui est esclave, c'est lui qui aurait fait ça, qui aurait battu une telle civilisation. C'était difficile. C'était difficile, vous voyez? C'était quand même... je pense que moi, si j'étais à leur place, j'aurais pas accepté, vous voyez? Parce que nous étions en plein esclavage. Je pense, oui. En plein esclavage. Oui, oui, il y avait encore l'esclavage. Alors, le peuple là qui est esclave, qu'il domine, on vous dit que c'est ce peuple qui a bâti cette civilisation. Vous n'allez pas accepter. Voilà. Et ce peuple-là, on ne savait même pas s'il avait une âme. Confère Hegel. Hegel. Il ne savait même pas si les Noirs avaient une âme. Alors, comment quelqu'un qui n'a pas une âme peut bâtir une telle civilisation? Ouais, c'était très compliqué. Et bon, c'est là, lors de cette expédition, qu'ils ont découvert, comment on va dire ça, la stèle, une stèle qu'on appelle la pierre de Rosette. Voilà, la pierre de Rosette, c'est cette pierre qui a permis de déchiffrer les hiéroglyphes. Et ce sont les hiéroglyphes. Et comme ils ont déchiffré les hiéroglyphes, alors on est entré en possession des connaissances égyptiennes. Ou bien du moins des connaissances qu'ils ont trouvées. Voilà, donc c'est à partir de cette expédition-là. Voilà, ils ont découvert la pierre de Rosette. Et cette pierre permettait de décrypter les hiéroglyphes. C'est comme ça. Donc maintenant, on peut lire les hiéroglyphes. On peut savoir c'est quoi cette civilisation, qu'est-ce qu'ils faisaient et quelles sont les connaissances qu'ils avaient. Et maintenant, un an après, le Royaume-Uni a fait la guerre avec la France de Napoléon. Ils ont battu la France et ils ont pris cette pierre de Rosette. Et la pierre de Rosette, présentement où je parle, elle est au British Museum, au musée de... Voilà, c'est cette pierre. Et les connaissances qu'ils ont apprises là-bas les ont aidés à booster, on va dire comme ça, la révolution industrielle. Je ne dis pas que ce n'est pas la pierre de Rosette qui a permis la révolution industrielle. Il y avait déjà la révolution. On était à près de 150 ans de révolution industrielle. Donc, mais la découverte de la pierre de Rosette a boosté la révolution industrielle parce que les Européens sont entrés en possession des connaissances égyptiennes aussi. Voilà. Vous voyez, vous savez, l'Europe, c'est 3 civilisations. L'Europe, c'est l'Égypte antique, civilisation Égypte antique, gréco-romaine et judéo-chrétienne. Voilà les 3 civilisations qui ont formé l'Europe. L'Égypte antique, les connaissances qui venaient de l'Égypte antique, des pharaons, les connaissances grecques et romaines et les connaissances judéo-chrétiennes. Voilà. Donc, ils sont partis dans ça. Ils sont partis avec ça. Et ils ont écrit dans tout l'égyptologie est née. Donc, l'égyptologie, la science est née. Donc, les plus grands égyptologues étaient européens. Donc, ils étaient convaincus que l'Égypte, c'était des blancs. Les pharaons, c'était des blancs. Mais entre-temps,
Entre-temps, ceux qui ont étudié, par exemple, l'évolution, la théorie de Darwin, parce que Darwin avait commencé. Alors, Darwin, quand on lit, par exemple, Darwin, Darwin ne dit pas d'où vient l'homme. Il ne dit pas d'où vient l'homme. Mais il dit que la probabilité que l'homme le plus ancien, il dit, est grande, viendrait d'Afrique. Donc, il faut aller en Afrique chercher, c'est certainement, Darwin le disait déjà, à son époque, Darwin le disait, avec le travail qu'il a fait, voilà, Darwin a dit non, quand il a essayé de comparer les singes, les grands singes, Darwin a fait ses comparaisons, il a dit non, on ne trouve pas de tels singes sur d'autres continents. Parce que vous avez, Darwin avait dit en gros que l'homme descend du singe. L'homme descend du singe. En gros, c'est ce que Darwin avait dit. Donc, il avait dit, non, puisque nous avons des grands singes en Afrique qui sont un peu comme les hommes, comme nous, comme ça. Donc, c'est du côté de l'Afrique qu'il faut chercher l'origine de l'humanité. Darwin l'avait déjà dit. Bon, mais ils ont toujours négligé, nié, parce qu'ils ne voulaient pas accepter que ça pouvait venir des Noirs, du continent des Noirs. Ils ne pouvaient pas. Donc, pour eux, c'était inimaginable. Alors, et vous avez un Cheikh Anta Diop qui arrive déjà depuis les années 50. Il commence à le marteler que non, l'Afrique c'est le berceau de l'humanité, c'est le berceau de la civilisation et que les Égyptiens, entre autres, il a fait beaucoup de choses, hein, mais ce qu'on a retenu, c'est sa linguistique comparée et puis le berceau des civilisations et que l'Égypte antique, les pharaons étaient noirs. Voilà en gros ce qui a fait la renommée de Cheikh Anta Diop. Voilà. Il a osé mettre en doute ce que les Blancs avaient découvert. Ou bien, voilà, il a osé, ouais, Cheikh Anta Diop, il a osé mettre en doute. Il a dit, mais maître, vous vous êtes trompé. Vous vous êtes trompé. La connaissance, la vérité n'est pas ouest européenne. Non, ne vient pas de l'Europe de l'Ouest. Et la connaissance n'a pas de couleur. Elle n'a pas de région, elle n'a pas de géographie, elle n'a pas de couleur de peau. Voilà, la connaissance ne vient pas des Blancs. C'est l'Égypte, le berceau de tout ça. C'est l'Égypte qui a produit tout ça. Et les Égyptiens étaient noirs comme moi, Cheikh Anta Diop. Et c'était ça, sa thèse. Sa catastrophe humanitaire. Même sa thèse a été rejetée. Comment il peut dire quelque chose comme ça? Incroyable, tout. Je pense même que, parce que s'il savait que ça devait donner ce que ça a donné aujourd'hui, là, aujourd'hui on connaît toute la vérité sur l'Égypte, ils auraient pu liquider Cheikh Anta Diop depuis 1950. Depuis 1950, ils auraient pu le liquider. Donc voilà, un peu Cheikh Anta Diop. Il a démystifié l'Égypte, il a démystifié l'Europe. Voilà. Et que l'Afrique, c'est le berceau des civilisations, le berceau de l'humanité. L'homme vient d'Afrique et il est le même sur tous les continents. Voilà. L'homme, il est le même sur tous les continents. En fait, l'homme est venu de l'Afrique. Mais il a migré. Donc, il a colonisé. Nous sommes des colonisateurs. Vous voyez, c'est un peu comme vous voyez, nous allons maintenant sur Mars, sur la Lune. Il y en a qui vont, ceux qui seront là-bas, on ne va pas dire que non, maintenant, ils venaient d'Afrique, ils venaient de notre planète. Vous regardez, vous voyez, les choses sont en train de se répéter sous nos yeux. Ceux qui seront là dans 200, dans 300, dans 500 ans, ceux qui vont habiter par exemple sur Mars, sur la Lune, ils diront peut-être, ah ben on ne sait pas d'où nous venons, on ne sait pas. Alors que, non, mais ils venaient de la planète Terre. Voilà, c'est comme ça. On a toujours une origine unique. Cheikh Anta Diop, cet atelier a démontré ça, que l'origine de l'homme, elle est unique. L'homme que vous voyez en Chine, etc., c'est le même homme qu'on a aujourd'hui en Afrique. C'est le climat, la géographie. Plus on monte, plus il fait froid, le climat change. Vous voyez, vous savez, la planète Terre est légèrement inclinée. Et il fait plus chaud au niveau de l'équateur. Voilà. Donc, et on a besoin, le corps a besoin, la peau de mélanine pour se protéger des UV, des ultraviolets, etc. Donc, quand on s'éloigne de l'équateur,
Vous voyez, la peau va changer. Bon, c'est pas une affaire de 10 jours, hein. C'est pas une affaire de 10 jours, de 20 ans. Non, 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 c'est pas, non, 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 du tout. Je vous donne, regardez. Donc voilà, donc c'est ça le travail de Cheikh Anta Diop. Formidable. Malheureusement, ses productions, on a commencé à les enseigner en 2016, seulement au Sénégal. C'est en 2016 qu'on a commencé à enseigner Cheikh Anta Diop au Sénégal. Imaginez, donc on a, en 2016, donc ça fait seulement 7 ans là, où c'est enseigné Cheikh Anta Diop dans les universités sénégalaises. Donc depuis sa mort. Donc c'était un grand, nous lui rendons hommage pour ses 100 ans. Ce qu'il a fait, son travail est formidable, colossal. Il est parti, on avait encore besoin de lui. Bon, mais il a apporté sa petite pierre à l'édifice. Nous lui disons merci, nous lui rendons grâce. Il a formé des gens, il a travaillé avec les Théophile Obenga, qui a participé même au colloque du Caire. Théophile Obenga, qui a participé au colloque du Caire, quelqu'un qui a travaillé avec Cheikh Anta Diop. Après, ils sont allés au colloque du Caire, organisé, on va dire comme ça, par l'UNESCO. Là-bas, on dit qu'ils ont terrassé tout le monde. Ils ont terrassé tous ceux qui étaient présents. J'ai vu des images, quand ils sont sortis de là, ils étaient heureux. Ils ont décortiqué, démontré que les Égyptiens étaient noirs. Voilà. Cheikh Anta Diop, c'était un génie. Voilà, c'était un génie, c'était un savant. Il avait non seulement des connaissances, il avait des connaissances en sciences humaines, et il avait aussi des connaissances en sciences exactes, les sciences de la nature, c'est-à-dire la mathématique, la physique, la chimie, puisqu'il a créé son premier laboratoire de datation. Il a créé ça lui-même au Sénégal, à Dakar, voilà, à l'université qui porte son nom aujourd'hui, l'université Cheikh Anta Diop. Donc, je voudrais lui dire merci pour son passage. Il nous a relevé que le noir aussi est capable de grandes choses, même si les autres nous nient cela. Mais la vérité finit toujours par triompher. Peu à peu, la vérité finira toujours par triompher. Que Dieu notre Père, que le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit, le prophète Mohammed, parce que Cheikh Anta Diop était musulman, voilà, et que nos ancêtres veillent sur lui où il se trouve, qu'il veille sur sa descendance, ses enfants, qu'il veille sur les Africains, qu'il veille sur l'Afrique pour laquelle il s'est donné. Il a toute une vie au service de l'Afrique, toute une vie au service de l'Afrique. Il était sénégalais. Il ne s'est pas occupé du Sénégal. Il s'est même pas occupé du Sénégal. Il s'est occupé de l'Égypte. Et au-delà de l'Égypte, de l'Afrique. Et au-delà de l'Afrique, de l'homme noir. Voilà. Vous voyez, il y a des gens comme ça, comme Omutunde. Omutunde, toute une vie au service du continent africain. Toute une vie au service de l'homme noir. Vous voyez, il y a des gens comme ça. Et parfois, les Occidentaux viennent nous les enlever avec un petit poison, un petit... Voilà, c'était ma part d'hommage à ce grand homme qui a fait beaucoup pour nous. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.